Pourquoi? Parce que je ne suis pas comme les autres filles. Psych, non je rigole, je suis grave comme les autres filles. Mon principal trait de caractère c'est de lire des livres et de faire du sarcasme. Donc ça doit être environ commun à 90% des personnes qui lisent des livres, voilà. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter mes lectures du mois de juin et de juillet, étant donné que j'avais pas fait de bilan lecture à la fin du mois de juin. Je sais plus pourquoi d'ailleurs. Ouais non, je sais absolument plus pourquoi, mais je sais que c'est des vidéos qui sont très appréciées et qui sont assez regardées sur ma chaîne. Et puis moi j'aime bien, c'est toujours un plaisir de faire un petit peu un résumé de tout ce que j'ai pu lire ces derniers temps. Et effectivement sur juin et juillet j'ai lu pas mal de livres, donc on va commencer tout de suite. Finalement en regardant ma liste Goodreads, j'étais en train de me dire que j'avais pas tant lu que ça et j'essayais de trouver la raison pour laquelle j'avais pas tant lu que ça, mais je viens de trouver, c'est parce que je sortais du challenge des terreurs qui avait été un challenge extrêmement intense et donc j'avais pris quand même un petit peu de temps pour m'en remettre, même si en ratio avec l'intensité du challenge on peut dire que j'ai pas mal lu. Mais bref, je m'égare, on va commencer tout de suite. Le premier livre que j'ai lu au mois de juin, c'est The Black Kids de Christina Amond-Reed, qui m'a gentiment été envoyé en service presse par les éditions Slalom. Et donc c'est un livre en fait qui va prendre place lors des émeutes de 1992 aux États-Unis sur la côte ouest, donc au moment où il y avait eu plein de feux de forêt, etc. Et en fait l'histoire commence lorsque deux policiers blancs ont été pris en flagrant délit en train de tabasser un homme noir à mort, hein, je précise, et ce sont des événements réels donc qui se sont vraiment produits. Et donc on va suivre l'histoire d'une fille qui s'appelle Ashley et qui est noire et qui vit dans une famille en fait assez aisée et donc qui vit dans les beaux quartiers, qui va dans un lycée privé, etc. Or c'est pénible ça. Bref, je disais que Ashley, elle vit dans une situation qui est assez aisée et en fait, même si elle a toujours su que le racisme existait, elle commence vraiment à s'en rendre compte à cette période-là de sa vie, donc quand elle va commencer à rentrer à la fac, là elle est encore au lycée, etc. Et en fait, dans ce livre, on va suivre un petit peu le quotidien de Ashley en tant qu'adolescente noire dans les années 90, dans un milieu qui est majoritairement blanc, toutes les micro-agressions qu'elle peut expérimenter, que ce soit elle ou sa famille, son rapport avec les autres personnes de la communauté, etc. Et pour le coup j'ai trouvé que ce livre était très très intéressant, ça n'a pas du tout été un coup de cœur et j'ai pas trouvé que l'intrigue était exceptionnelle parce que pour moi en fait il n'y a pas d'intrigue en tant que tel, le fil conducteur, on peut pas vraiment dire qu'il y a un fil conducteur, c'est plutôt on est plongé dans la vie d'Ashley et il n'y a pas tant de... Il n'y a pas d'événement en fait qui va déclencher ce qui va se passer ensuite, qui va déclencher les péripéties on va dire, mais c'est plutôt oui un roman, enfin j'allais dire un roman de vie, mais enfin bon on est dans la tête d'Ashley et en fait on évolue un peu avec Ashley au fur et à mesure qu'elle se rend compte des choses qui l'entourent, du racisme, etc. Et pour le coup c'est un livre que je recommande à toutes les personnes qui essayent de s'interroger un peu plus sur le racisme, sur ce qu'est le racisme, et pour le coup c'est un livre intéressant parce que Ashley c'est une fille qui a relativement des privilèges étant donné qu'elle évolue dans un milieu qui est aisé et qui elle-même... Ma tablette n'arrête pas de sonner, ça m'agace. Je disais donc avant d'être grossièrement interrompue qu'elle va elle-même se rendre compte au fur et à mesure de ce qu'est véritablement le racisme. Et c'est pour ça que je trouve que c'est un roman qui est intéressant par rapport à ça. Il aborde une multitude de sujets en plus, que ce soit la misogynie noire, le colorisme, les violences policières, etc., etc. Il aborde plein de sujets en fait qui sont un peu disséminés dans le livre. Et donc c'est un roman d'apprentissage qui est tout de même intéressant. Et même si l'intrigue se passe aux États-Unis, c'est tout à fait applicable en France. Je vais pas trop revenir dans les détails parce que j'ai fait un live là-dessus avec la Booktillaise qui est disponible normalement en replay sur sa chaîne si vous voulez regarder le live et avoir un peu plus d'informations sur ce livre, mais voilà. Ensuite, j'étais pas sûre d'en parler, mais ensuite je me suis dit pourquoi pas. J'ai lu Lune ardente de Morgane Regraf qui est publié aux éditions Plume Blanche, il me semble. Et donc c'est l'histoire de deux peuples qui sont ennemis. On a d'un côté les adorateurs de la lune et de l'autre côté les adorateurs du soleil, et ils sont ennemis depuis des millénaires, enfin depuis la nuit des temps on va dire. Et alors que le peuple de la lune est sur le point de perdre la guerre, l'héritière du peuple de la lune qui s'appelle Calypsa, il me semble. C'est ça, Siobhan Calypsa. Elle va s'offrir en fait en cadeau, on va dire, à l'héritier du peuple du soleil pour permettre une espèce de trêve et une alliance entre les deux peuples pour éviter en fait que son peuple ne soit décimé. Et franchement, ce livre avait tout pour me plaire. Une couverture super jolie, une autrice française, et bon, moi comme vous le savez, je suis toujours à la recherche de fantaisie française qui pourrait me plaire parce que je trouve que les auteurs français ne sont pas suffisamment mis en avant.
une histoire, voilà, des peuples ennemis, etc. Une princesse hyper badass qui va se sacrifier pour son peuple, etc. Et autant, quand j'ai commencé ma lecture, je me suis dit, bon, alors je pense qu'on va partir sur un coup de cœur. Autant au fur et à mesure, mon engouement pour ce livre a décru. Et objectivement, franchement, le livre n'est pas mauvais, il est pas mauvais du tout. Je suis même persuadée qu'il pourrait plaire à une variété de personnes, mais moi ça ne l'a vraiment pas fait quand en fait l'héroïne a commencé vraiment à perdre de sa badasserie, on va dire. Donc c'était un personnage qui était relativement intéressant, qui était fort, qui se mettait en avant, qui parlait pour elle, qui parlait pour son peuple. Au fur et à mesure de l'histoire ça a décru, mais bon, ça à la limite ça peut être expliqué par le tournant qu'a pris l'intrigue. Mais par contre le fait qu'elle commence à tomber amoureuse vraiment du bad boy, mais le cliché même du bad boy, mais le cliché du bad boy toxique, alors là c'était vraiment plus possible pour moi, parce que je comprenais pas en fait, dans la situation dans laquelle elle était, je trouvais qu'elle avait des comportements totalement stupides et que cette relation, enfin elle me donnait vraiment envie de vomir. Enfin c'était une relation qui n'était pas une relation, mais le mec en question, enfin je pouvais vraiment pas, pour vous dire, c'était vraiment pas possible. D'autant plus que je trouvais que les personnages étaient extrêmement clichés, enfin un personnage surtout était extrêmement cliché, caricaturé, et j'en pouvais plus en fait. Au fur et à mesure j'avais l'impression que ça s'empirait, donc vraiment cette lecture ça ne l'a absolument pas fait pour moi malheureusement. Ensuite j'ai lu le premier tome de Percy Jackson que j'avais commencé il y a super longtemps mais que j'avais jamais terminé, je m'étais arrêtée vers 40%, je sais pas trop pourquoi, je l'avais un peu laissé de côté, et là je l'ai repris et je l'ai terminé d'une traite, et vraiment je trouve que c'est une saga qui en vaut la peine. Enfin je dis ça, j'ai pas lu le reste de la saga, mais apparemment ça va en crescendo et ça s'améliore même au fur et à mesure, et je suis vraiment trop triste de pas avoir découvert Percy Jackson lorsque j'étais plus jeune, parce que je pense que ça aurait pu être un véritable coup de cœur et que ça aurait pu avoir la place que Harry Potter a maintenant dans mon cœur, de la même manière. Donc Percy Jackson, je sais pas si j'en avais déjà parlé sur cette chaîne ou pas, je pense que non, mais en gros c'est un garçon qui va apprendre qu'il est un demi-dieu, et donc il va devoir se lancer dans une quête accompagné de ses deux amis, donc il va rencontrer au camp des demi-dieux pour faire innocenter son père en fait, et voilà, si on peut dire. C'est un résumé assez bancal. Mais bon, Percy Jackson, voilà, c'est un retelling mythologie grecque, on va dire. Et franchement, j'ai trouvé que le livre était super, que c'était super bien écrit, qu'il y avait du rythme, etc. Je sais pas encore quand est-ce que je vais lire le reste de la saga, mais pour le coup, j'ai été quand même pas mal emballée. Le seul truc, c'est que je me rends compte qu'en grandissant avec l'âge, j'ai de plus en plus de mal à suivre des personnages, du moins exclusivement quand c'est des points de vue qui s'alternent, ça va, mais de suivre exclusivement des personnages qui sont aussi jeunes. Mais je me dis que peut-être ça ira mieux étant donné qu'on va suivre Percy qui grandit donc d'année en année, et qu'à la fin de la saga ça devient un adolescent quoi. Mais c'est vrai que je sais pas si c'est parce que j'arrive plus à m'identifier au personnage, je pense pas que ce soit ça, parce qu'en soi moi l'identification des personnages c'est pas un point clé pour me faire apprécier un livre, mais disons que il rencontre pas les mêmes problématiques, etc., et que donc il se peut que j'aime moins, et que je pense que c'est pour cela que ça n'atteindra jamais le coup de cœur, enfin jamais, j'en sais rien hein. Mais voilà, c'était juste la petite parenthèse. Mais le livre est quand même très bien et c'est sûr et certain que je lirai la suite. Ensuite j'ai lu La quête d'Ewilan de Pierre Bottero, parce que je n'entendais que du bien sur cet auteur, disant que Pierre Bottero était absolument génial. J'ai même Les âmes croisées dans ma bibliothèque, il faut absolument que je lise, qu'il a une super plume. C'est pas spécialement dans La quête d'Ewilan que j'ai trouvé, par contre je trouve qu'il a une imagination de dingue, et j'ai bien aimé ce livre. Enfin c'était une lecture passable on va dire. Je m'explique, encore une fois je pense que c'est parce que c'est un roman jeunesse, donc qui est destiné à la jeunesse, aux enfants, et que j'ai largement passé l'âge, et que du coup il n'y avait pas vraiment de surprise pour moi sur comment est-ce que l'intrigue allait se dérouler. J'ai pas trouvé les personnages plus intéressants que ça, donc pour le coup je ne sais pas si je vais continuer ma lecture. En plus c'était une copine qui me l'avait conseillé, donc je suis vraiment désolée Alixia, mais même si je trouve que c'est bien, encore une fois il intervient trop tard je pense dans ma vie, mais c'est quand même un livre que je recommanderais soit pour s'introduire à la fantasy, soit en première lecture de fantasy, etc., parce que c'est pas mal écrit, et en plus c'est plutôt court, donc franchement c'est bénéf. Nous arrivons au point culminant de ce livre et franchement ne me crucifiez pas sur la place publique, mais voilà, j'imagine que vous l'avez deviné en lisant le titre de cette vidéo, mais je n'ai pas aimé La vie invisible de Adi Larot. Pourquoi ? Parce que je ne suis pas comme les autres filles. Psych, non je rigole, je suis grave comme les autres filles. Mon principal trait de caractère c'est de lire des livres
et de faire du sarcasme, donc ça doit être environ commun à 90% des personnes qui lisent des livres, voilà. Non, plus sérieusement, franchement, le résumé m'avait hypé. L'histoire d'une fille qui veut échapper à sa vie ennuyante, qui devient immortelle parce qu'elle a fait un pacte avec le diable, entre guillemets, qui traverse les âges, mais que tout le monde oublie. Enfin, je suis désolée, mais quand tu me donnes un résumé comme ça, évidemment que j'étais super emballée. Pour moi, c'était génial. Et donc, j'ai commencé à lire le livre, j'étais hyper hypée. Je vais vous le dire très clairement, les premières pages, la première partie même du livre, parce que le livre est divisé en 7 parties, je crois. La première partie du livre, j'étais hyper hypée. Je me suis dit, on va partir sur un coup de cœur. L'écriture dans ce livre était un vrai plaisir. Je pense que c'est un des points positifs qui reviendra le plus souvent dans les revues de La Vie Invisible de Adi Haroun. Mais l'écriture était vraiment très très belle. J'ai trouvé très poétique. Pas trop non plus enluminée. Enfin, on voyait que l'autrice ne voulait pas non plus en faire trop, mais c'était quand même poétique et pas hyper fleuri. Enfin bref, une très jolie écriture. Moi, je l'ai lu en anglais. Je l'ai écouté d'abord en audiobook et franchement, c'était un vrai plaisir de l'écouter, je peux vous le dire. Et puis même si l'histoire de Adi au début pouvait paraître un peu classique, c'est-à-dire la fille qui s'ennuie dans sa vie, qui a envie de découvrir le monde, etc. Bah moi j'étais franchement, j'avais envie d'en savoir plus. Parce que je pense que même si comme ça on peut se dire que c'est basique, on s'y identifie quand même assez rapidement. L'histoire d'une fille qui a une vie assez ennuyante, voilà, qui a pas envie de se conformer à la société et tout, qui a envie de vivre une vie extraordinaire. Bon, dans tous les cas, au début de l'histoire, j'étais super prise dans ce qui se passait. Je trouvais que ce qui arrivait à Adi était horrible. Parfois même, je mettais pause sur mon audiobook et tout pour me dire « Ah, mais la pauvre, c'est horrible ». Sauf qu'en fait, au fur et à mesure, plus j'avançais dans l'histoire et plus je me désintéressais complètement de ce qui pouvait se passer. Étant donné que c'est un livre qui n'a pas vraiment d'intrigue, enfin c'est pas un livre où il y a 10 000 rebondissements, etc., où il y a de l'action, etc. Il y a un fil conducteur, mais c'est pas un livre avec plein de péripéties et c'est un livre qui est quand même assez lent. Donc à partir du moment où t'aimes pas les personnages, ça devient un peu fastidieux. Sauf que le personnage de Adi, même si au début j'avais de la compassion pour elle, j'ai pas du tout réussi à accrocher avec son personnage. J'ai trouvé qu'il n'y avait pas d'évolution de personnage du début à la fin, elle est restée quasiment pareille et puis en fait je trouve que c'est un personnage qui est extrêmement égoïste et extrêmement centré sur elle-même. Et clairement quand tu vois l'intrigue, c'est une fille qui a 300 ans, etc., qui a voyagé entre les âges, tu te dis elle a fait des trucs de ouf, mais en fait absolument pas, c'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. Je trouve qu'elle est plutôt plate finalement, et en fait je trouve que son personnage est un peu un cliché de je suis pas comme les autres filles, alors que elle a absolument rien d'extraordinaire. Son principal trait de personnalité c'est d'aimer les livres. Enfin clairement son personnage je l'ai pas trouvé plus extraordinaire que ça. Tu sors, tu vas à Paris, dans le 15e, ou tu vas à la Sorbonne, t'en trouves 15 des filles comme ça, sans vouloir vexer personne bien évidemment. Donc bien évidemment c'est vite devenu long pour moi, très très long même, et je sais que la longueur du roman et le fait qu'il y ait plein de choses qui se répètent, etc., c'est pour mettre en exergue le fait que dans la vie d'Adi finalement tout le monde l'oublie, blablabla, que ça se répète, l'histoire se répète à chaque fois à travers les siècles, blablabla, mais c'est quand même super long. Enfin ce livre fait quasiment 700 pages je crois, et en plus de ça je l'ai écouté en audiobook, donc c'était doublement long, mais franchement j'ai dû passer 1 semaine et demie, 2 semaines dessus. J'ai cru que je ne finirais jamais. Le personnage de Henry, quand on a appris sa backstory, franchement mon cœur a... Voilà, j'ai quand même eu mal pour lui et tout, mais pareil, j'accrochais pas avec son personnage. Je trouvais que son personnage était plat, qu'il était quand même assez cliché. J'accrochais pas du tout, et en plus je trouve que son personnage était vraiment là pour compléter le personnage de Adi, donc ça c'était pas ouf. La romance, je n'y ai pas cru une seule seconde. Pour moi c'était vraiment de la romance forcée, étant donné qu'Henry c'était la seule personne qui se rappelait de Adi, du coup mettons-nous ensemble, et c'était censé être nous présenter, je sais pas en fait si c'était censé être présenté comme une histoire d'amour trop bien ou pas, finalement je pense que non, mais même j'y ai pas cru du tout. J'ai trouvé plate et sans saveur leur romance. Vraiment les seuls moments que j'ai aimés c'était les moments avec Luc, mais ça c'est mon trait toxique, mais bon voilà, c'était les seuls moments que j'ai aimés. La fin je l'ai vu venir à 10 000 km, et globalement en fait j'ai été déçue par ce livre parce que je trouve qu'il était pas du tout fidèle à son résumé. On m'avait promis des aventures et des voyages stupéfiants d'une héroïne qui ne pouvait pas vieillir et qui est immortelle à travers 300 ans d'histoire. Finalement on a eu des aventures absolument pas stupéfiantes et des voyages exclusivement en Europe. Après j'étais très surprise de voir aucune référence à des événements historiques parce que c'est quand même une personne qui évolue à travers les âges, mais bon après quand j'ai vu la réaction de Adi à la Révolution française qui en avait strictement rien à carrer, je me suis dit c'est pas des droits humains et des guerres mondiales qu'elle va se soucier, je pense que non, ça l'intéresse pas. Enfin bref, je sais qu'on a beaucoup reproché à ce livre d'être hyper ethnocentré, etc. Moi je reviendrai pas là-dessus. Si vous voulez mon avis allez voir
voir la vidéo de Read with Cindy où elle parle de la vie invisible de Hadi Laro parce que je suis complètement d'accord avec elle de A à Z. C'est juste que moi, quand on me promet des voyages dans le monde entier, bah, on s'arrête pas à l'Italie, la France, les États-Unis et l'Angleterre, voilà. Et pour conclure, parce que j'ai pas envie de passer toute ma vidéo à parler de la vie invisible de Hadi Laro, je pense que c'est l'histoire d'une fille qui n'a pas envie d'être oubliée de l'histoire alors qu'elle ne fait strictement rien pour ne pas être oubliée de l'histoire. Voilà, c'était la petite conclusion du moment. Parce que concrètement, le thème central de l'histoire et même le thème principal de la vie de Hadi, c'est de pas être oubliée et que l'histoire se rappelle d'elle, mais je vois pas ce qu'elle a fait pour que l'histoire se rappelle d'elle. Enfin, concrètement, si tu fais rien de ta vie, je vois pas pourquoi est-ce que des siècles plus tard, les gens se rappelleront de toi. Anyway, on passe à une note un peu plus joyeuse étant donné qu'au mois de juin et de juillet, je me la suis donnée en ce qui concerne e-book, de romance, d'Alien, voilà. Alors je sais pas si vous êtes tombés là-dessus, mais en fait un jour je me suis connectée sur TikTok et il y avait tout le monde qui parlait d'une série de livres qui s'appelle Ice Planet Barbarians, qui est sorti, le premier tome en tout cas, est sorti en 2015, qui est écrit par une autrice anonyme, qui a un nom d'auteur, etc. Et en fait c'est c'est hyper drôle, c'est de la romance avec des aliens, etc. Je vous expliquerai un petit peu de quoi il s'agit, et ça a été remis au goût du jour à tel point que même dans les librairies, ils étaient en rupture de stock, etc. Et que ce livre-là a été dévalisé au niveau des e-books et que c'était en première place des ventes sur Amazon, donc trop drôle. Et au début quand j'ai vu ça je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ça encore, de la romance avec des aliens? Et là Estelle, oui, parce que Estelle toujours de toute façon je vous dis que Estelle c'est une mauvaise influence qui m'a fait sa propagande et moi qui me suis laissée complètement conquise, je me suis laissée faire, hein, voilà. Et donc je me suis retrouvée à lire le premier tome et à enchaîner avec le deuxième et à lire quasiment toute la série. Bon, je les ai pas tous lus mais j'en ai lu quand même pas mal. En fait c'est l'histoire d'une fille, du moins dans le tome 1, qui se réveille un jour après une journée de travail et qui se rend compte qu'elle a été enlevée par des aliens, voilà, et que ces aliens veulent les vendre sur le marché intergalactique en tant qu'esclaves, que ce soit esclaves sexuels ou autres, etc. Et en fait, avant qu'ils ne puissent atteindre leur destination, il y a un problème avec l'avion et donc les aliens en fait ils les lâchent au plein milieu d'une planète où il n'y a absolument rien. En fait c'est une planète avec 2 soleils mais il fait extrêmement froid et t'as que de la neige et des montagnes, clairement il y a que ça et c'est extrêmement dur et rude d'y vivre, quoi. Et donc pour essayer de ne pas mourir dans la capsule dans laquelle elles sont, parce que elle n'est pas seule évidemment, il y a d'autres filles, elle sort en fait de la capsule et elle part à la recherche de choses à manger, à boire, etc. pour survivre sur cette planète. Et là elle va tomber sur un alien bleu qui fait 2 mètres et tout, et en fait cet alien il va se rendre compte que elle c'est son âme sœur et donc voilà. Et c'est vraiment hyper drôle, franchement. Je ne pensais pas que j'allais apprécier autant, mais je trouve ça extrêmement drôle parce qu'on voit que l'autrice ne se prend absolument pas la tête, que sa plume est très simple. Ces personnages, ils ont des réactions qu'aurait toute personne si elle se retrouvait dans une situation pareille, enfin vraiment des réactions normales, des réactions humaines, etc. Et c'est juste super drôle, c'est super mignon et on voit vraiment que c'est écrit par une femme, parce que quand tu vois que des aliens d'une autre planète sont beaucoup plus gentlemen que la plupart des hommes qui vivent sur Terre, tu te dis ça, c'est encore des personnages masculins qui sont écrits par une femme, voyez-vous. Mais voilà, c'est vraiment une comfort series, vous voyez, le truc où vous allez, parce que vous avez besoin d'un peu de réconfort, c'est rapide à lire, ça fait quoi, je sais pas, 250, 300 pages max. Donc franchement, voilà, si vous avez envie de passer un petit bon moment et tout, de vous détendre, eh bien je vous le conseille. Je précise que c'est déconseillé au moins 18 ans parce que c'est de la romance, c'est un peu de la romance érotique, enfin complètement même de la romance érotique. Donc voilà, mais ça reste très drôle. Oh là là, j'ai beaucoup trop parlé, on est déjà à 30 minutes de vidéo, ça va pas du tout. Je vais essayer d'aller un peu plus vite, mais bon, c'est 2 mois de lecture en même temps, donc j'ai envie de vous dire, c'est normal que ça prenne un peu plus de temps. Le prochain livre que je vais vous présenter, c'est L'Empire des Cubes de Andrea Stewart, je crois qu'elle s'appelle. C'est ça, Andrea Stewart, qui a été publié aux éditions Bragelonne. Vous voyez, c'est un très joli livre relié. Il a été publié aux éditions Bing Bang, donc c'est de la fantasy young adulte. Et franchement, j'avais entendu tellement de bonnes choses sur cette saga parce que je la voyais beaucoup passer sur le booktube US et UK. Et la série originale s'appelle The Bone-Shard Daughter, je crois. Et en fait, c'est l'histoire d'un empire qui est inspiré un peu... empire chinois on va dire, et donc il y a plusieurs îles sur cet empire. En fait l'empereur va
gouverner ces îles d'une main de fer et il va utiliser une magie qu'on appelle la magie d'os et en fait il va prélever sur chaque enfant qui vit sur ces îles des éclats d'os pour pouvoir animer ce qu'on appelle des concepts qui sont des espèces de créatures qu'il a créées lui-même et qui obéit lui-même à ses ordres. Le personnage principal est la fille de l'empereur qui s'appelle Lin et qui a perdu une partie de ses souvenirs à cause d'une mystérieuse maladie et en fait elle va essayer de tout faire pour se rappeler de tout ce qu'elle a oublié quoi. Et étant donné qu'elle essaye de regagner l'estime de son père, elle va commencer à essayer d'apprendre en secret à manier la magie d'os. Et franchement, ce livre est génial, je vous le conseille à 100%. C'est un livre avec plusieurs points de vue, donc on va suivre certes la fille de l'empereur, mais également d'autres personnages, des personnages qui sont super attachants je trouve. L'intrigue est super, je trouve ça hyper original, et en plus je trouve que la répartition des points de vue est très très bien faite, et que pour une fois c'est un des seuls livres d'ailleurs je trouve où il y a une multitude de points de vue mais tous les points de vue sont intéressants et tous les points de vue ont leur propre storyline et vraiment tous les points de vue donnent envie en fait d'en savoir plus sur les personnages. Donc franchement je vous le recommande à 100%. Ça peut être un tout petit peu difficile au tout début de rentrer dans l'intrigue, mais une fois que vous y êtes franchement c'est super, donc je vous le recommande à 100% parce que ce livre est génial. Puis j'ai lu La Cité de Laiton de S.A. Chakraborty qui est sorti chez De Saxus et la version reliée est vraiment super jolie, voilà, je vous le montre vite fait. Alors, c'est encore une fois une série qui est hyper populaire, ça s'appelle City of Brass pour le premier tome, hyper populaire chez les anglophones, et à chaque fois que je la voyais passer, je me disais mais il faut absolument que je lise, et je suis très très contente pour le coup qu'il ait été traduit en français, parce que je pense que la lecture de ce livre en anglais aurait été légèrement périlleuse. On est dans une fantaisie orientale où l'intrigue débute en Égypte, et en fait on suit l'histoire d'une fille qui s'appelle Nari, et qui est une escroc en fait qui survit comme ça en escroquant les gens. Écoutez, il faut bien vivre. Sauf qu'un jour elle va accidentellement invoquer un djinn qui s'appelle Dara et qui est un guerrier vraiment qui est hyper connu, etc. Et donc après une série d'événements ils vont se retrouver obligés de fuir, traverser le désert, etc. pour atteindre la mystérieuse cité qui est la cité de Laiton, qui est une cité magique qui est cachée aux yeux des humains. Dès que j'ai commencé ce livre je me suis dit ça va être une excellente lecture. Ça a été une excellente lecture, hein, voilà, je vous le dis clairement. Franchement j'ai trouvé que l'histoire était hyper originale, il y a énormément de world building. J'ai eu un petit peu de mal avec les personnages, sauf le personnage de Dara, j'ai un petit peu de mal à accrocher avec eux, j'ai trouvé que parfois ils faisaient des trucs un peu stupides, mais franchement j'ai trouvé que ce tome était un très bon tome. On a, comme j'ai dit, beaucoup de world building, il y a plein de choses qui se passent, il y a certes parfois des petites longueurs et à un moment de l'histoire ça ralentit un petit peu, mais ne vous découragez pas et continuez à lire. Je sais que moi j'ai eu un petit peu de mal aussi avec le vocabulaire, parce qu'on a soit beaucoup de vocabulaire inventé, soit du vocabulaire en arabe, soit du vocabulaire inspiré du Moyen-Orient, donc tout ce qui était djinn, maïd, etc. J'avais trop du mal à savoir qu'est-ce qui était dans quoi. Heureusement il y a un lexique à la fin, donc n'hésitez pas à vous reporter au lexique si vous lisez ce livre pour vous éviter d'être perdu. Je tiens juste à faire un petit disclaimer parce que dans ce livre on a énormément d'inspiration musulmane, et étant donné que c'est de la fantaisie, qu'il y a de la magie, etc. Même si il y a de l'inspiration musulmane, ça veut pas dire que la représentation musulmane dans ce livre est exacte, parce que dans l'islam la sorcellerie c'est un péché qui est très grave, et dans ce livre on a une scène en particulier qui mêle les deux en fait, qui va mêler religion et magie, et voilà, je tenais juste à dire que c'était pas de la représentation adéquate, et je sais que plusieurs personnes musulmanes en avaient parlé, donc je tenais juste à faire un petit disclaimer, voilà, c'est fait. Et si vous n'êtes toujours pas convaincu de lire ce livre, sachez qu'il a été encensé par Roby Nob, l'autrice de L'Assassin Royal, et de Sabaa Tahir, l'autrice de Une braise sous la cendre. Donc voilà, ça fait envie. Puis j'ai lu le premier tome de À la croisée des mondes de Philippe Pullman depuis le temps que je voulais le lire. En plus j'avais le premier tome chez moi, mais je sais pas pourquoi je suis jamais passée à l'étape de la lecture. Mais du coup je l'ai lu, j'ai trouvé ça sympathique, j'ai acheté l'intégrale, donc je lirai le reste parce que je pense que la suite est encore mieux. Je sais pas si je vous fais un résumé, mais c'est un petit peu un monde qui est parallèle au nôtre. On va suivre l'histoire d'une fille qui s'appelle Lyra, qui a 12 ans je crois, et qui vit avec les prestigieux érudits de l'université de Oxford, il me semble. Et un jour elle va quitter l'université, et le directeur des érudits va lui remettre un objet mystérieux en lui disant de bien faire attention à cet objet, etc. En fait il va se passer plein de choses dans la vie de Lyra, plein d'aventures, etc. Elle va se rendre compte que cet objet qui s'appelle un éthylomètre je crois a des pouvoirs magiques, et en parallèle il y a des enfants dans la ville, parce qu'on est à Londres, du coup il y a des enfants dans la ville qui se font enlever par ce qu'on appelle
appelle les enfourneurs. Voilà, j'ai eu un petit bug, les enfourneurs, on sait pas trop ce qui se passe avec ces enfants, et il y a une équipe de personnes qui va aller à l'extrême nord pour récupérer ces enfants, etc. Et Lyra va les accompagner, et franchement c'était un livre très sympathique. Encore une fois, je vais dire la même chose qu'avec Percy Jackson, c'est que le personnage principal est assez jeune, donc voilà, c'est pas les mêmes problématiques, et que je commence à avoir un petit peu plus de mal à lire des livres avec des personnages qui sont aussi jeunes, mais franchement c'était une lecture qui était quand même pas mal, et comme j'ai dit, je lirai la suite pour voir ce que ça donne. Ah, j'ai oublié une chose quand même assez essentielle, c'est que dans cet univers, en fait, chaque humain est attaché à un démon. Et un démon, c'est un espèce d'animal qui peut, du moins quand l'humain est encore jeune, se transformer à sa guise. Et c'est vraiment un peu comme si c'était l'âme de l'humain, en fait. L'humain est complètement perdu sans son démon, le démon est complètement perdu sans son humain. Donc ils sont vraiment complémentaires, ils sont vraiment très très poches. Ils partagent tout, et ça c'est un point que j'ai trouvé très positif et très poétique d'ailleurs. J'essaie d'accélérer comme vous pouvez le constater. Ensuite, j'ai l'Empire Ultime de Brandon Sanderson qui est dans la bibliothèque depuis environ 6 mois, que je voulais absolument lire parce que j'en ai entendu que du positif, que tout le monde disait que Brandon Sanderson c'était vraiment un génie de la fantasy qui construisait des systèmes de magie incroyables, etc., qu'il écrivait trop bien, tout ça. Je vous confirme, il écrit des systèmes de magie absolument incroyables, et ce livre est vraiment une petite pépite et je suis tellement contente de l'avoir lu, et j'ai tellement hâte de lire la suite aussi. On est donc dans un univers de fantasy où on va avoir un homme qui va se dire comme étant l'interlocuteur direct de Dieu, qui s'appelle le Seigneur Maître et qui règne d'une main de fer sur l'Empire Ultime. C'est-à-dire que dans cet univers, on va avoir deux catégories de personnes. On va avoir les nobles qui seront voilà, en haut de la chaîne alimentaire, et le reste des personnes, c'est ce qu'on appelle des ska. Donc en fait c'est toute la population civile, et qui sont vraiment hyper oppressés, hyper maltraités, qui peuvent être battus à la mort, violés, etc., etc. Donc qui vivent vraiment dans des conditions horribles, c'est des esclaves, voilà, concrètement. Et dans l'Empire Ultime, en fait, il tombe des brumes, des cendres tout le temps, on sait pas pourquoi, on sait pas quel phénomène a causé que des brumes et des cendres se répandent absolument tout le temps. Donc c'est à dire que la biodiversité comme on la connaît nous n'existe pas, enfin les arbres ils ont pas de feuilles vertes, etc. Donc c'est hyper intéressant. Et on suit l'histoire de Vin, qui est une adolescente de 16 ans qui n'est pas comme les autres, parce que vous vous en doutez bien, elle a quelques petites habilités, et un jour elle va croiser le chemin de Kelsier, qui lui est un révolutionnaire en fait, qui a pour but de renverser l'Empire Ultime. Et quand je vous dis que ce livre est une pépite, donc je l'avais déjà recommandé dans ma vidéo pour commencer la fantaisie adulte, même sans l'avoir lu, je regrette pas de l'avoir recommandé, même s'il est extrêmement long, mais ça je reviendrai là-dessus. Mais vraiment ce livre est génial, je trouve que la plume est extrêmement accessible. Pour le coup, j'avais un petit peu peur parce que je me suis dit c'est quand même un auteur qui est un peu de la même gamme que George R.R. Martin, etc. La plume de George R.R. Martin, elle n'est pas accessible à tout le monde, il y en a qui la trouvent indigeste, etc. Mais je trouve que sa plume est très fluide, très simple, on rentre très facilement dans l'histoire, il tergiverse pas, il va se pas par 10 000 procédés, etc. Donc ça au moins c'est efficace, clair, précis. L'évolution des personnages dans ce livre, surtout l'évolution du personnage de Vin, est juste, j'ai trop aimé la manière dont il a, comment est-ce qu'il a amené le personnage de Vin à traverser les différentes épreuves, etc. Et en plus je tiens à préciser que pour une fois il n'y a pas eu de description bizarre, parce que j'ai remarqué que les auteurs masculins qui écrivent des adolescentes de 16 ans, surtout en personnage principal, bon déjà j'ai arrêté de lire des auteurs masculins qui font ça parce que je trouve ça bizarre, mais bon, Brandon Sanderson c'est l'exception, et effectivement c'est une exception qui confirme la règle, parce que le personnage de Vin, il n'y a rien de bizarre à son personnage, elle n'est pas du tout sexualisée ou autre. Après j'ai pas lu toute la trilogie, mais en tout cas dans ce tome là je me suis rendu compte de ça, et je me suis dit vraiment chapeau, parce que c'est pas partout qu'on trouve ça, hein. Après vous me direz on n'applaudit pas un poisson qui nage, mais voilà, je voulais quand même le préciser. Le deuxième personnage principal, qui est le personnage de Kelsier, qui est juste génial, vraiment un de mes nouveaux book boyfriend, je l'aime trop, l'intrigue est hyper intéressante, il y a quelques longueurs quand même dans ce livre, enfin ce livre fait quasiment 900 pages, donc pour le coup si j'avais un truc à lui reprocher c'est vraiment la longueur, parce que au début j'ai eu un petit peu de mal, j'ai envie de vous dire, j'avais commencé les 100 premières pages et tout, après quand je me suis vraiment mise à fond dedans, j'ai fini le livre en 3 jours, mais voilà, ça fait long quand même 900 pages, surtout que y a 2 autres tomes derrière et qui font quasiment la même longueur, donc c'est un investissement de temps quand même, mais ça en vaut totalement la peine pour vous dire, et j'ai très très hâte de lire la suite, donc franchement je vous le recommande à 100%. Ah, et j'ai oublié de vous dire, parce que je disais oui c'est un génie, etc., mais le système de magie là-dedans c'est un système de magie les plus poussés, les plus détaillés et les plus intéressants qu'il m'ait été donné de voir, sachant que je lis énormément de fantasy, et c'est vrai que ça peut être dur de décrire de la magie, parce que
nous n'expérimentons pas la magie, enfin du moins dans notre monde, donc c'est compliqué de décrire des choses qui n'existent pas, etc., surtout avec un tel degré de précision. Mais il le fait très très bien dans l'Empire d'Écume, dans l'Empire Ultime, c'est un système de magie à partir de métaux, et franchement je trouve ça vraiment génial, ce qu'il en a fait, là je suis bluffée par son système de magie, je trouve ça génial. J'ai presque terminé, il me reste plus que 2 livres à vous présenter. Donc, mon avant-dernière lecture, j'ai présenté les deux en même temps. J'ai lu le tome 1 et le tome 2 du Prince Captif parce que j'ai vu que c'était une des sagas préférées de Estelle et que c'était un livre qui était quand même pas mal apprécié mais assez critiqué, et vous me connaissez, j'aime bien moi un petit peu expérimenter, fureter pour voir de quoi il en est. Donc, j'ai lu le premier tome du Prince Captif, je l'ai lu en anglais. C'est assez court, hein, c'est des livres qui doivent faire environ 400 pages, je les ai lus sur Kindle donc je peux pas vraiment vous dire, mais qui doivent faire environ 400 pages. Alors le premier tome, j'ai eu extrêmement de mal avec le premier tome. Je vais vous donner un petit résumé quand même. C'est de la fantasy encore une fois, mais de la fantasy plus politique slash médiévale. Et en fait on est dans un monde où l'esclavage est la norme, on va dire, donc sur les 4 pays où se déroule l'intrigue. Et on va suivre l'histoire du prince Damianos de Akielos. Ouais c'est ça, Damianos de Akielos. Oh, j'avais jamais remarqué que ça rimait. Bref, en tout cas, son père est mort et normalement il est censé accéder sur le trône parce que c'est le seul héritier légitime de son père. Sauf que son demi-frère va le réduire en esclavage, voilà, et va l'envoyer à Ver, qui est un royaume ennemi de Akielos. Et donc, bah, Daemon il va se retrouver en tant qu'esclave à Ver, et il va voir comment est-ce que les esclaves sont traités, sachant qu'il a été envoyé à l'attention du prince de Ver qui s'appelle Laurent et qui est connu pour être extrêmement froid. Donc il va entrer à son service, découvrir comment est-ce que les esclaves sont traités, comment est son nouveau maître qui est Laurent. Et effectivement le premier tome est très très particulier parce qu'on est dans une ambiance mais comment vous dire, c'est très particulier. Alors il faut savoir une chose, c'est qu'à Ver, les bâtards sont pris en horreur, enfin, c'est vraiment le pire truc que tu puisses faire, c'est d'avoir un enfant hors mariage et tout, d'avoir des bâtards qui souillent ta lignée. Du coup en fait ils sont tous bisexuels, c'est-à-dire que quand ils se marient, bah, ils se marient avec une personne du sexe opposé, etc. pour se reproduire. Mais sinon, hors de ça, ils ont tous des activités sexuelles avec une personne du même sexe, avec des esclaves du même sexe, bon voilà. Et du coup, dans ce livre, on a exclusivement des descriptions de relations homosexuelles. C'est pas ce qui m'a le plus dérangé. En fait, je pense que ce qui m'a le plus dérangé, c'est que c'était écrit par une femme qui est hétérosexuelle. Et du coup, je sais pas, ça faisait un peu une ambiance fétichiste, vous voyez, bizarre un peu. Et même l'ambiance était hyper bizarre, c'était hyper malsain, on avait des scènes qui étaient très très dérangeantes, des scènes de sexe entrecoupées, de torture et tout, j'avais beaucoup de mal, hein. Je peux vous dire, si c'était pas un des livres préférés de Estelle, j'aurais jamais poursuivi ma lecture, mais j'avais quand même envie de savoir le fin mot de l'histoire. Quand j'ai terminé le tome 1, j'avais clairement pas envie de lire la suite. Mais Estelle et Clara, elles ont fait une pétition, elles m'ont dit non mais tu dois absolument lire la suite, etc. parce que ça se lit comme un tout. Et j'avoue que quand j'ai terminé le premier tome, et même avant de commencer, j'étais un petit peu réticente parce que je sais qu'il y a un ship esclave-maître, et moi ça passe pas du tout ce genre de choses. À quel moment tu shippes un esclave et son maître, c'est pas possible, c'est un truc qui peut pas passer, en tout cas avec moi c'est pas possible. Et dans le tome 2, effectivement on a plus d'explications, donc je comprends pourquoi est-ce qu'elles me disent que la trilogie, faut la lire d'un coup, du moins le premier tome et le deuxième tome, faut enchaîner parce qu'après avoir lu le premier tome t'es complètement blasé, et effectivement on a des explications beaucoup plus dans le tome 2. Bon, l'ambiance reste quand même assez étrange, mais beaucoup moins que dans le premier tome, et je peux pas plus vous en dire sans vous spoiler complètement, mais bon, j'ai pas adoré ma lecture non plus, j'ai trouvé que c'était une lecture passable, surtout pour le deuxième tome. Le premier tome c'était assez cringe quand même. Le deuxième tome ça allait beaucoup plus parce qu'il y avait des intrigues politiques, etc. Moi j'aime beaucoup ça, même si c'était beaucoup de campagnes militaires, de batailles, etc. Au bout d'un moment ça commençait à faire beaucoup, et aussi je trouvais que la traduction en française était assez bizarre. On avait un enchaînement de phrases
qui parfois était assez maladroit je trouve. À l'issue du tome 2, j'ai quand même envie de savoir ce qui se passera dans le tome 3. Donc voilà, je lirai le tome 3 et je vous dirai ce que j'ai pensé finalement de cette trilogie. Et enfin pour terminer cette vidéo, j'ai lu This Violent Delight de Chloé Gong qui est un retelling de Roméo et Juliette mais version Shanghai dans les années 20. Donc vraiment on m'a dit ça, on m'a dit que c'était de la fantasy etc. Donc moi j'ai foncé. Alors première chose, j'ai été surprise par le niveau d'anglais dans ce livre parce que bien évidemment les derniers trucs que j'avais lus en anglais c'était du Sarah J Maas et de l'Alien Smut, donc j'avais envie de vous dire le niveau n'était pas vraiment le même. Donc le niveau m'a un petit peu surprise et effectivement c'est un bon niveau d'anglais. Donc essayez de voir peut-être si vous pouvez feuilleter les premières pages pour voir si vous avez envie de le lire, si le niveau d'anglais est accessible, parce que c'est vrai que moi au début j'ai eu un petit peu de mal, surtout qu'il y a beaucoup de descriptions etc. Enfin ce livre est très très bien écrit, concrètement je trouve que l'autrice a une très belle plume, mais pour des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle ça peut être un petit peu fastidieux on va dire. C'est pas non plus du Shakespeare, mais enfin du Shakespeare dans le sens niveau de difficulté de la langue, mais ça reste quand même très très bien écrit et voilà ça peut surprendre de prime abord. Petit résumé du coup parce que je vous ai juste donné le contexte, mais en fait on a deux gangs qui sont opposés à Shanghai. On a le gang des Scarlet et le gang des White Flowers et évidemment bah, on a Roméo et Juliette, enfin Roma du coup et Juliette qui sont chacun dans un gang différent et en fait ils ont une longue histoire de tuerie etc entre les deux gangs qui dure depuis des années et des années parce que ce sont des gangs ennemis, sauf que en fait il y a un événement qui va faire que ça va un petit peu remettre les choses en question étant donné qu'ils vont se rendre compte qu'il y a une épidémie qui se propage dans la ville, qui est diffusée par un monstre et que bah, va falloir arrêter ce monstre avant que tout le monde ne meure, voilà. Ce livre était vraiment intéressant. Pas tant au niveau de l'intrigue, mais je trouve au niveau de la psychologie des personnages. Il est très bien écrit, comme je l'ai dit, mais on est vraiment plongé dans la psychologie des personnages. Et j'ai trouvé que l'autrice avait vraiment fait un travail incroyable au niveau des recherches. Et on voit en fait qu'il y a un petit peu de son vécu dans l'histoire, parce que Juliette, par exemple, bah là, elle est retournée à Shanghai, mais elle avait quitté Shanghai pour poursuivre ses études en Europe. Et donc, bah, on a son ressenti, la différence entre les deux, le fait d'appartenir, d'être bien sûr une enfant de Shanghai, mais aussi d'avoir fait ses études à l'étranger, etc. Et tout ce qui est critères de beauté, on retrouve aussi du colorisme à l'intérieur. On a bah, toutes ces remarques en ce qui concerne la ville qui commence à être colonisée par des forces étrangères, etc. Super intéressant, d'ailleurs Juliette est super sassy parce qu'elle arrête pas de faire des remarques par rapport à ça, franchement elle démonte les néocolons, c'est juste super drôle. Et franchement c'était une bonne lecture, j'ai eu un petit peu de mal à m'y mettre au début, à rentrer dans l'histoire parce que comme je vous ai dit, le niveau était un petit peu fastidieux, mais j'ai quand même beaucoup aimé et en plus je suis totalement fan de l'autrice, donc j'ai très hâte de savoir ce qui va se passer dans le tome 2. J'ai oublié de dire une chose, c'est que c'est un friends to lovers to enemies to lovers un petit peu entremêlé, mais voilà, c'est un peu compliqué, mais ça reste quand même très intéressant. Donc encore une fois, c'est une lecture que je conseille. Et voilà tout le monde, c'est tout pour ce bilan lecture du mois de juin et de juillet. J'espère que cette vidéo sera pas trop longue. J'ai essayé de raccourcir un petit peu au maximum pour pas non plus que cette vidéo dure 1000 plombs, mais c'est vrai que j'avais quand même pas mal de choses à vous présenter sur ces 2 mois. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, de ce que vous avez lu, s'il y a des livres qui vous intéressent, pour qu'on puisse en discuter dans les commentaires. Et moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.